Tata, maman, bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous. RDC Horizon 2023, nous sommes dans l'an 2023, l'année électorale en République démocratique du Congo. Comme promis, nous avions annoncé que nous allons suivre tous les éléments qui vont émailler cette année. Et aujourd'hui, ce samedi 21 janvier, nous allons voir un peu la situation actuelle de la République démocratique du Congo, notamment les dernières mises en place au niveau de la présidence et les arrestations dont on a entendu parler, la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et bien évidemment l'état d'avancement de l'enrôlement des électeurs pour ce cycle électoral de cette fameuse année 2023. Mais avant toute chose, comme à nos habitudes, Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour Patrick Hugo. Je commence tout de suite par vous demander quelles sont les dernières nouvelles qui vous ont marqué au-delà des points que j'ai cités ce jour. Et beaucoup plus par rapport à une bourde qui s'est passée, bourde du pasteur, du célèbre pasteur Yves Castanon. Yves Castanon est pasteur de l'église ICC. Brazzaville, c'est une église très connue en Europe avec son frère, c'est les Gimons qui habitent la France. Avec Yvan Castanon, leur église en tout cas, c'est une grande église où plus de la moitié, ou presque la moitié, c'est des Congolais RD qui les visitent, des Congo. Et il a été invité au Rwanda, il était l'invité de Kagame au Rwanda, on dit National Prayer Déjeuner, déjeuner de prière national. Comme ça se fait aux États-Unis, des églises protestantes, etc. Et c'était au Rwanda, et lors de la clôture, il fait une déclaration qui a fait le buzz, où il déclare, après Dieu, après le Saint-Esprit, après Jésus, j'ai aussi des modèles sur terre. Et mon modèle, c'est Paul Kagame. Ça fait un tournée général. Bon, 2 jours après, ou un jour après, il a tweeté, pour demander pardon, mais je sais que mes propos ont heurté, choqué plusieurs d'entre vous. Il demande pardon, mais le pardon ne passe pas vraiment. Moi, au niveau du micro de Pasteur Bobo, j'ai reçu la pastorale congolaise et européenne des responsables. Ils ont fait une déclaration machoc pour lui dire que d'abord il condamne ses propos, et puis il doit demander un vrai pardon sincère. Et puis... Merci Pasteur Bobo. Monsieur Mlandou, d'ailleurs avant toute chose, j'aimerais vous présenter encore mes condoléances puisque vous avez perdu un membre très cher de votre famille. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous remercions. 2 membres de ma famille, ma petite soeur et le petit frère de ma mère, mon oncle. Et donc nous vous remercions parce que pendant cette période d'épreuve, vous êtes quand même venu participer à l'émission comme à l'accoutumée. Alors Monsieur Landou, quels sont les éléments qui ont pu retenir votre attention ces dernières semaines? Oui, bonjour Patrick Yogo. Bonjour. Mais bon, pour un peu rebondir sur ce que vous avez dit tantôt là, merci beaucoup pour les condoléances. Et si j'ai tenu quand même à venir aujourd'hui, c'est parce que je ne voulais pas qu'il y ait un déséquilibre qu'on sente que quelqu'un est absent. Alors, qu'est-ce qui m'a retenu? Quelle est l'actualité qui a retenu mon attention? Mais c'est plutôt un coup de gueule de ma part. Parce que, ça c'est le bienvenu aussi. Oui, un coup de gueule de ma part parce que je me suis rendu compte que le pouvoir rend vraiment fou. Je vois 2 ministres qui vont sensibiliser la population pour les enrôlements, et Didier Boudimbo qui va dans le Grand Katanga. Et il est ministre de quoi celui-là? Ministre des hydrocarbures. D'accord. Et Jean-Claude Boussa,
Jean-Lucien Boussa qui va dans le Grand Équateur, lui, il est ministre de l'économie. Non, commerce extérieur. Du commerce extérieur. C'est presque pareil au même. Merci. Alors, je vais d'abord commencer par vous raconter une histoire. Une histoire intéressante quand même. Quand nous étions étudiants, j'avais encore quel âge moi? 21 ans, 22 ans. Mais je crois que j'étais déjà plus sage que ces gens-là. Parce que, ça c'est autour des années 77, il y a Imanamote Mapembe de Kinshasa qui joue contre Mazembe à Lumbashi. Coupe du Zaïre. Nous de l'Ouest. Coupe de football. Évidemment. Coupe de football, évidemment. Évidemment, c'était un peu comme l'Est contre l'Ouest. Nous sommes au stade de la Kenya. Et Mazembe est en train de mener 1-0. À 10 minutes de la fin, on fait entrer Kakoko qui marque coup sur coup 2 buts. Et Motema Pembe gagne. Nous sommes au stade, le grand stade de Kenya. Et moi, comme mon groupe, on habitait du côté de la ville. Baudouin qui a travaillé là-bas, il connaît. Donc en fait, nous devons traverser à partir du stade, nous devons traverser toute la commune de Kamalondo pour arriver. Alors, nous avons gagné. Nous sommes en train de rentrer à la maison, tout soucieux parce que les Katangais ne peuvent pas vous voir en train de sauter de joie. C'est leur pays, c'est leur c'est leur coin. Vous gagnez les matchs, mais nous on a gagné les matchs. Nous avons gagné, mais vous ne pouvez pas jubiler parce que quand vous jubilez, vous avez des coups de bâton, et ainsi de suite. Les Katangais, ils sont de nature violents. Alors, ça c'était du temps de Mobutu. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que des grands garçons comme Boudimbo, il va au Katanga, il va, disons, parler de Moïse dans de mauvais termes. Moïse Katumbi, candidat, exact. Mais annoncé. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il ne faut pas voter pour une chauve-souris dont on ne connaît ni le père ni la mère. Évidemment, même les petits-enfants de l'école maternelle ont compris de qui il s'agit. Donc même si il ne le dit pas... Juste pour m'assurer, il était dans la région dans la province pour... Comme Jean-Lucien Boussa à l'Équateur et lui dans le Grand Katanga, c'était pour sensibiliser les gens à l'enrôlement. Rien à voir avec... Rien à voir avec... Mais en fait, ils étaient déjà en pré-campagne, ils en ont profité pour... Ce qui est une infraction, soit dit en passant, mais on en reparlera. Et Jean-Lucien Boussa, du côté du Grand Équateur, là, il va dire que... il a tenu des propos séparatistes contre le grand Bemba, le père. Et voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? On a brûlé le siège de Jean-Lucien Boussa à l'Équateur. Le siège de son parti. Le siège de son parti, comme au Katanga d'ailleurs. Et au Katanga, c'est pire parce que on a brûlé le siège de Boudimbo. Et je crois le lendemain ou 2 jours après, les gens de l'UDPS ont brûlé le siège de Katumbi du côté de Kasumbalesa. Mais évidemment, on ne dit pas que les gens de l'UDPS avaient des t-shirts marqués UDPS quand ils venaient brûler, mais on sait. Évidemment. Et qu'est-ce que ça vous inspire d'un mot? Non, simplement que à un certain moment, surtout des provinces sensibles comme le Grand Katanga, je crois qu'il faut quand même savoir que nous sommes dans une période très sensible. Une période très sensible, enrôlement, campagne, élection. Et donc il faut être très prudent dans les propos qu'on tient, surtout quand on assume des responsabilités publiques. Voilà. Passons au second point. Voilà. On reviendra sur ce type de sujet, puisque dans d'autres campagnes électorales, on a laissé passer ça, mais ça ne devrait pas se faire comme ça. Exact. Non, le deuxième sujet, c'est un tout petit sujet avec la crise politique en Angleterre où le Premier ministre actuel, il s'appelle Rishi Sunak, qui a été... Rishi Sunak, qui a été attrapé, disons, il a fait une vidéo dans sa voiture, il était derrière, la banquette arrière, mais il était sans ceinture de sécurité. Alors maintenant, la police a lancé une enquête
et il risque une amende de 570 € quand même. L'amende a été adressée déjà. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi, surtout lorsque soi-même on se met en scène. Monsieur Amba, bonsoir. Bonsoir Patrick Yogo. Alors, avez-vous quelques points à partager avec nous avant que nous entrons dans un le seul vif du sujet et je risque de prendre 5 minutes. Alors, montre en main, c'est parti. Le chrono est lancé. C'est le 16 janvier. Une date que les Congolais ne sont pas prêts à oublier. Le 16 janvier 2001, le président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, a été assassiné dans son bureau. Et 22 ans après, on ne connaît toujours pas le mobile du crime. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. On ne connaît pas le commanditaire du crime. Et pire que ça, quand le corps de Laurent Désiré Kabila arrive aux urgences de la clinique Ngaliema, le corps présentait des impacts de balles, mais l'homme ne baignait pas dans son sang. Alors que des rapports balistiques laissent dire que la aorte était sectionnée. C'est là que passe le sang. Or, chaque être humain adulte comme nous, on a 5 litres de sang. Plus ou moins. Je me dis, et je crois qu'on a échangé dans la voiture quand on venait, il y a 2 événements qui conditionneront l'avenir de notre pays. Premièrement, la clarté, toute la clarté sur les circonstances exactes de la mort de Laurent Désiré Kabila. Et deuxième élément, c'est l'irruption à la tête de l'État d'une sorte d'ovni politique nommé Joseph Kabila. On ne sait pas par quel mécanisme il a-t-on nommé, d'autant plus que au moment où le président Kabila était tué, Joseph Kabila était censé être en résidence surveillée à Lubumbashi. Juste après la chute de Pointeau, si ma mémoire est bonne, c'est décembre 2000, début décembre 2000, Laurent Désiré Kabila était furieux parce qu'il avait mis un important arsenal à Pointeau. Et tous les chefs des compagnies et d'autres unités ont accusé Joseph Kabila qu'à un moment donné, il leur a dit de replier et ils ont abandonné cet arsenal aux troupes rwandaises du RCD. Donc, Laurent Désiré Kabila avait donné l'ordre de faire fusiller. Ça, c'est l'ancien. Officiellement, faire fusiller Joseph Kabila. Ça, c'est l'ancien garde du corps, Georges Mirindi, qui a écrit ça dans son livre. Et grâce à l'intervention d'Augustin Katumba Mwangi, qui était à l'époque gouverneur du Katanga, le Grand Katanga, que Joseph Kabila a eu sa vie sauve. en résidence surveillée plutôt que sur le peloton d'exécution. Comment se fait-il que cet homme qui était en résidence surveillée a pu prendre son avion pendant que le territoire national était fermé entre le 16 et le 17, oui, et l'espace aérien. Et j'aime pas beaucoup la citer, mais Justine Kasavubu avait dit quelque chose, et je suis un peu comme Nicolas Sarkozy, quand Marine Le Pen dit qu'il fait beau, si c'est vrai, je le dis. Justine Kasavubu avait dit que ce qui s'est passé à Kinshasa le 16 mai, c'est un coup d'état de palais, et je lui donne raison. Alors, Pasteur Bobo, par rapport à cette arrestation, qu'est-ce que cela vous inspire? Mais avant cela, quelle est votre impression, l'impression que vous aviez eue, on en avait parlé ici lors de la dernière émission, lorsque vous avez suivi ce conseiller privé en train de s'exprimer dans ce reportage d'Alain Foucault? Si je me rappelle, déjà ici dans notre émission, c'était Baudouin Baroche qui avait dit clairement que quand on voit les CTL, on n'a jamais vu un conseil du président. Un conseil privé du président par la République. Donc c'était déjà louche. Et quand on l'a interpellé, on a vite compris que
il voulait dévancer, il y avait quelque chose. Donc le fait qu'il soit arrêté, nous, ça ne nous a pas... on n'a pas été étonnés, mais ce qui est bien, la procédure par rapport à François Béat, j'ai vu qu'ils ont progressé parce qu'on avait dénoncé ici. François Béat a été arbitrairement arrêté plus de 3 mois ou 4 mois. Ouais, mais avec Bistilé les Fortunats, on voit une semaine. C'est que ils avaient demandé peut-être 2 jours pour l'écouter, ils ont prolongé, ils ont demandé la prolongation, ils ont respecté les délais et puis ils transféré au parquet, Makala, et puis là-bas, on n'a pas vu des photos de Fortin Michel comme François Béat. Mais il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Là, c'est au tribunal. Ça, c'est au tribunal. C'est pas à l'année. Non, c'est pas à l'année. C'est quand ils entraient au parquet. En fait, les policiers l'ont laissé au parquet et sont partis. Il a été pris en charge par le juge. Oui. C'est là, à ce moment-là, qu'on a fait Mais dans cette dernière, il n'y a pas de photos. Non, il y en a. Avec François Béat, c'était vraiment... On cherchait vraiment à humilier quelqu'un. Donc ils ont essayé de respecter la procédure. Nous, on dit ça serait bon. Mais le fond du dossier, on aimerait bien savoir pourquoi les conseillers du président ont été arrêtés. Jusque-là, on ne sait rien, personne ne pipe mot. On ne connaît pas, le président n'a pas communiqué, ni les porte-parole du président, comme à l'époque avec Kassongo. Personne n'a communiqué, donc on ne sait pas. Il est arrêté, conflit, la presse dit que c'est par rapport au conflit Rwanda. Mais il est le conseiller pro-Kagame du président a été arrêté, bon, on ne sait pas. Monsieur Landou, par rapport à cette situation, mais je vais ajouter un élément pour aller un peu plus loin dans cette affaire. Lorsque vous voyez comme ça un conseiller privé qui s'exprime, pensez-vous qu'il a le quitus de sa hiérarchie pour participer à ce genre d'entretien ou il le fait à loisir comme ça de son propre chef? Et pour le reste, vous pouvez commenter évidemment les impressions que vous avez par rapport à cette interpellation, arrestation et ce fameux documentaire. Oui, merci beaucoup Patrick. Il faut savoir que nous sommes dans une culture où on n'a pas tellement un certain recul en ce qui concerne la notion de porte-parole et plus loin encore, je dirais, au sujet de la communication. Nous ne sommes pas une culture de la communication telle que l'Occident la connaît. Alors, quand le conseiller privé va s'exprimer devant un journaliste, on ne peut pas l'avoir envoyé. C'est plutôt, sûrement, je crois, ce qui est plus probable, c'est une initiative du journaliste qui va faire un apparatchik pour avoir des nouvelles, ou peut-être aussi l'initiative d'un politicien qui cherche un journaliste parce qu'il veut communiquer. Mais dans ce cas-ci, vous pensez que c'est le conseiller privé qui voulait se faire interviewer ou c'est le journaliste qui a voulu l'interviewer? Personnellement, je ne crois vraiment pas que ce soit le conseiller privé qui voulait s'exprimer, parce que je ne vois pas la matière sur laquelle il pouvait s'exprimer. Il est conseiller privé et je ne crois pas que ça aurait été de son initiative. Moi, je crois plutôt, et on en a parlé avec Baudouin, je crois plutôt que Alain Foka voulait avoir de l'information, il voulait peut-être avoir une conversation avec une personnalité congolaise, ainsi de suite, pour peut-être la promotion si promotion il voulait avoir, de son émission. Alors moi, je vais entrer un peu dans les vifs... oui, parce que sinon j'allais vous poser une question, mais oui. Allez-y, développez si vous voulez. Oui, dans le contenu, je dirais que quand j'ai entendu Fortuna Bisselé les parler, moi ça ne m'a pas estomaqué. Je suis journaliste, je ne suis pas dans les services, ainsi de suite. Moi je suis plutôt au niveau de l'information. Il a dit ce que tout le monde savait. Et finalement, il n'a parlé que de son métier, ce qu'il faisait au nom du chef de l'État. Exact. En fait, il a dit
ce que tout le monde savait, c'est-à-dire le deal entre Félix Tshisekedi et Kagame. Tout le monde le savait. Et il ajoute qu'il a fait beaucoup de va-et-vient, Kinshasa, Kigali dans ce cadre-là. Mais c'est lorsque les gens, surtout de l'UDPS, ont commencé à dire « Ah non, il ne devait pas parler, carnet d'adresse, ainsi de suite ». Les gens ont été étonnés que Félix Tshisekedi aille rechercher le carnet d'adresse de Kagame, alors que... Mais nous l'avons souligné lors de la dernière émission parce que ça nous a tous choqués, entre voilà, guillemets. dans tous ces voyages, ainsi de suite. Et donc, il y a eu des éléments qui ont froissé certaines personnes. Et ils en ont fait tout un problème. Et vous pensez que c'est le casier, enfin le dossier s'est judiciarisé à cause de cette émission? Pas du tout. Jusque-là, tout le monde est beau, tout le monde est content. Donc, en fait, il a parlé, mais il a égratigné certains points qu'il ne devait pas. Donc, quelques points, par exemple, le point sur le carnet d'adresse, il ne devait pas le dire. Moi, j'ai des richesses, vous pouvez venir les prendre, et vous, je vais utiliser votre... Donc, en fait, il y a des points, il a joué un peu de la maladresse dans sa communication. De toutes les façons, on dirait dans les circuits, on lui pardonne cet écart. Mais, donc jusque-là, il a communiqué. C'est la communication, c'est la liberté d'expression, évidemment, quoique lui, il n'a pas toute la liberté que nous avons en tant que conseiller privé. Mais il faut dire que il y avait sûrement des soupçons déjà avant qu'il ne puisse communiquer. Je crois qu'on a profité de cet alibi-là pour le coincer. Parce que après sa communication, après les critiques qu'il y a eu, descente chez lui à la maison. Ils ont fouillé la maison de Bisselele parce que déjà le pouvoir était un peu mécontent du contenu de ce qui est sorti. On a vu la nudité du roi, entre guillemets. Exact. Et donc, il y a eu perquisition chez lui. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? On ne sait pas, mais dans certains médias, on dit qu'on a trouvé une carte d'identité de Fortuna Bisselele avec la nationalité rwandaise. Vous y croyez? Moi, je n'y crois pas. Je lis ce que tout le monde a lu. J'ai lu comme tout le monde. Et on dit qu'on a trouvé une carte en tant que Rwandais. Et je ne sais plus autre chose qu'on a trouvé là. Peut-être Baudouin pourra me compléter. Et le dossier... En connivence avec des Rwandais coloniaux avec... Voilà. Et donc le dossier Fortuna Bisselele commence là-bas. Ce n'est pas dans la communication. En matière de communication, on lui reproche juste d'avoir commis un certain impair, mais c'est plutôt l'après-communication. Et je me pose la question de savoir si Fortuna Bisselele n'avait pas communiqué, est-ce qu'on l'aurait appréhendé? C'est une question qui reste posée parce que là, on ne l'arrête pas parce qu'il a communiqué. On l'arrête et d'ailleurs le tribunal l'accuse, il est accusé, tout ça entre guillemets, hein, ce sont les fins limiers, les journalistes qui nous donnent des bribes d'informations, on dit qu'il est accusé d'espionnage, ça c'est au tribunal, espionnage et atteinte à la sécurité de l'État. La sûreté de l'État. On va y revenir, parce que sur ce point on va quand même prendre un certain temps. Monsieur Amal, je voudrais juste vous entendre sur ce préalable de cette émission dont on a entendu parler et vos impressions. Et puis, je vais vous poser à tous les trois alors une question sur l'entourage du chef de l'État, mais concernant toujours cette matière. Monsieur Amba. Mais il faut d'abord parler de la personnalité de Fortuna Bisselele. Bisselele, c'est un ami personnel à Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État congolais. Comme le sont souvent les conseillers privés, de préférence, et des gens oui, très proches, si on très proches. Mais c'est vraiment un ami à lui. Ça, c'est un. Deux, pendant la rébellion du RCD, il avait rejoint le RCD Goma. Et il semblerait même qu'il appartenait au service de renseignement du RCD, formé par les Rwandais. RCD Goma, pour rappel, qui est une rébellion qui a été soutenue, équipée, tout à fait, comme le Rwanda, par le Rwanda. Et beaucoup de gens
ironisait en disant qu'il est l'œil et l'oreille de Kagame dans le cabinet de Félix Tshisekedi. Mais depuis quelques jours, il semble qu'il n'était plus en odeur de sainteté à la présidence. Et puis, il y a eu le fameux documentaire d'Alain Foucault. Pour faire un tel documentaire, ça demande beaucoup d'argent. Il semble que Bissilele a fait ça avec Pacifique Kahacha, un des conseillers. Lui, il est maintenu, il n'a pas de problème. Et il semblerait que le chef de l'État n'était pas au courant. Parce que c'est bien au conditionnel. Hein. Il semblerait. Puisqu'à ce niveau-là, mais je vais y revenir, je vous laisse développer. Il n'était pas au courant et depuis qu'il a été interpellé, arrêté hier, je ne sais pas si vraiment des journalistes qui font des dépêches sur les réseaux sociaux ont pu prendre connaissance de PV d'audition. Il parle effectivement de charges, comme journaliste vient de le dire. On parle aussi de propagation de faux bruits. C'est une charge reprise dans le code pénal. Dans notre code pénal. De faux bruits. Faux bruits. Propagation de faux bruits. Ok. Mais j'ai même lu que propagation de fausses informations. On va vérifier ça aussi. Et je crois que c'est Pasteur Bobo qui a fait remarquer ça. Quand on a donné l'ordre d'arrêter François Béa, l'ANER s'est précipité chez lui et puis l'ANER a donné les qualificatifs. Tentative d'atteinte à la vie du chef de l'État, attentat contre la sûreté intérieure de l'État, etc., etc. Et François Béa a passé plus de 60 jours à l'ANR. Or, normalement, lorsque les officiers de police judiciaire constatent une infraction, réunissent les preuves et identifient l'auteur présumé, on prend le dossier, on donne au procureur, au ministère public, comme on dit. Or, ils ont fait 60 jours avec François Béa à l'ANR, ce qui suppose qu'ils étaient dans l'incapacité de réunir les éléments matériels. Est-ce que dans le cadre de Fortuna Bissilele, on ne va pas vivre une autre scène du genre François Béa? Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais ils ont corrigé parce que comme il dit. Oui, et là, Pasteur Boubou a bien remarqué. Moi j'ai même dit ça dans mon papier aussi, qu'ils ont mis une semaine avant de l'envoyer devant le ministère public. Même s'ils ont violé 4 jours, sans doute ils avaient demandé la prorogation, mais c'est une avancée. Monsieur Anne, je vais venir à vous, mais d'abord on a encore un dernier élément pour Monsieur Amba. Tout de suite je viens à vous. Monsieur Amba, vous êtes journaliste comme tous vos confrères ici. Lorsque vous enregistrez des émissions avec vos invités, avant de diffuser l'émission, vous discutez quand même sur certains points avec l'intéressé pour voir si ce passage, si est-ce qu'on le garde, on ne le garde pas, surtout si vos invités sont des personnalités publiques. Dans ce cas-ci, vous, dans votre qualité de journaliste, vous pensez vraiment qu'Alain Foucault a pu faire diffuser cette émission sans avoir l'aval des intéressés, et que ces intéressés, ça c'est une autre affaire, n'aient eu l'aval de leur hiérarchie? Mais il faut dire que le seul officiel, sauf erreur de ma part, qui s'est exprimé, c'est M. Bissilele. Et n'oublions pas que cette émission de Foucault est une production personnelle de Foucault. Hein. Oui, c'est sur son blog, c'est pas RFI France 24, non, c'est vraiment sur son blog. Donc il faut le financement. Je me demande si ce n'est pas Bissilele qui avait financé ça, croyant faire plaisir à son président de la République. Oui. Mais là où je peux dire que peut-être que Félix Tshisekedi ne s'attendait pas à la mauvaise réaction que ça a suscité au sein de l'opinion. Et comme le président n'était pas informé en amont, il en profite. Il a lâché. Ou bien croyant faire plaisir à Félix, moi je vais rajouter, ou alors il était infiltré par les services rwandais, il fallait faire ça pour laver ou salir du mal de Félix
l'avait Kagame. Bon, c'est difficile à prouver. Non, comme De toute façon, il est arrêté, il y a beaucoup de... Là, ce sont des hypothèses. Mais comme il est arrêté, il est à la prison, il faut penser aussi dans le mauvais sens. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a voulu faire plaisir au président. Donc s'il est arrêté... Non, on l'arrête pour la gravité des charges. C'est ça. La gravité des charges, oui. Il a voulu salir l'image de la République. Entre guillemets, ouais, bon, point d'interrogation. Monsieur Nando, Oui, j'ai... je vous pose la question d'abord. Ouais. Oui, merci. L'entourage du chef de l'État, je ne sais pas, selon vos informations, comment est organisé l'entourage du chef de l'État? C'est en faisant suite à la question posée à M. Hama. Comment un officiel peut passer sur les ondes, sur Internet, à la télévision, etc., sans obtenir l'aval d'une hiérarchie pour tenir des propos dans une période très délicate où les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour être large, et plutôt entre le président du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo, les relations sont mauvaises. Qu'est-ce que ça imprime chez vous? L'entourage du chef de l'État, comment ils sont organisés? Oui, comment ils sont organisés? Mais je voulais d'abord... Sans perdre de vue ma question. Alors. Non, je ne la perds pas de vue. Je voulais commencer par l'autre volet où l'émission est réalisée et que la question était de savoir si Fortuna Bisselele ne devrait pas visionner avant la diffusion pour avaliser la réalisation. Le produit final. Oui, mais moi je crois plutôt que c'est... Il y a peut-être des propos off, comme on le fait habituellement ici aussi. Exact, mais moi je crois que la réaction se fait en amont. C'est-à-dire pendant l'émission ou après l'émission, la personne qui a répondu aux questions sait généralement quels propos il ne faut pas diffuser. Et c'est lui qui va dire aux journalistes que non, ça il ne faut pas le dire, ça c'est off the record, ainsi de suite. Mais le journaliste, quand il a son produit, il va faire sa réalisation. C'est un peu comme notre émission ici. Quand nous avons terminé, le réalisateur estime que le montage est bien fait, il diffuse l'émission. Donc en fait, je crois... Le contrôle devait se faire juste après l'enregistrement. Non, si la réclamation, c'est la personne. C'est un nom de faire la réclamation. Oui, c'est la journaliste, c'est une aubaine. Oui, c'est une aubaine, il a son produit. Et donc c'est Bisselele, Fortuna Bisselele qui devait dire, écoutez, monsieur le journaliste, ça, il faut pas... Oui, c'est pas... Oui, il ne faut pas diffuser. Alors, comment... Ça va? Oui, non, je suis très intéressé par ce que vous êtes en train de dire. Et surtout, j'aimerais entendre le pasteur Bobo là-dessus aussi. Oui, surtout que c'est... Voilà, un expert dans cette affaire. Oui. Alors, comment l'entourage est organisé? Moi, je crois que l'entourage est organisé de la meilleure des façons. Il y a une direction de la communication, il y a un porte-parole, ainsi de suite, il y a des conseillers. Et évidemment, comme disait Muyumba, je ne sais pas quelle, elle est du Sénat ou de l'Assemblée, elle est sénatrice, oui. Muyumba disait, l'erreur de Félix, c'est d'avoir deux gouvernements parallèles. C'est-à-dire chez lui, il y a tout un gouvernement qui gère à la présidence de la République. À la présidence de la République. Oui, il y a le gouvernement national. Autant que le gouvernement Samaloukonde gère. Et donc, vous savez, le conseiller principal de la présidence a rang de ministre. Et donc, il a des matières à sa charge. Donc, le conseiller principal chargé des infrastructures peut rencontrer un journaliste en cours de route. Par exemple, il est en train d'inspecter les routes à construire et on lui pose la question. Il peut répondre. Il peut répondre parce que... Ça, c'est à chaud. À chaud. Cela fait partie quand même de ses attributions en tant que ministre de la présidence chargé des infrastructures. Mais Fortuna Bisselele, c'est une exception. Lui, il est conseiller privé. Et donc, il n'a vraiment pas de marge de parole. Je crois qu'il lui est même interdit de donner une interview. Je crois qu'il répond au président de la République et non devant les journalistes. Donc je crois que ça a été une erreur quand même impardonnable. Pasteur Bobo, là je vais vous laisser vraiment le temps pour développer. Vous qui
avait l'habitude de rencontrer beaucoup de gens, de discuter avec des gens, à faire des enregistrements, parfois à pied levé, sur un bateau, dans une voiture, etc. Pas encore dans un avion, je pense. Mais déjà, oui. Déjà aussi dans un avion, les trains et tout ça. Quand vous voyez quelqu'un de la présidence de la République, comme le président de la République, enfin le président de la République c'est quand même un organe de l'État, une institution, et que dans cet entourage, je ne vais pas parler des détournements de fonds, des gens qui ont été arrêtés, qui ont dû démissionner, mais sur ce cas précis, en matière de communication, comment est-ce qu'un conseiller privé peut faire une émission qui a été enregistrée, montée, discutée, financée, tenir des propos, on ne sait pas encore si ce sont ces propos qui ont conduit à son arrestation, mais comment est-ce qu'on peut, comme ça, s'exprimer en tant que conseiller privé dans l'entourage du chef de l'État sans que, d'après ce qu'on vient d'entendre, soi-disant le chef d'État n'est pas au courant, lui qui est la hiérarchie directe du conseiller privé. En tout cas, moi j'ai fait j'ai pas mon cas, j'ai fait beaucoup d'interviews, ça peut être plus de 3000 interviews. J'ai interviewé Félix Tshisekedi quand il était encore opposant, j'ai interviewé Martin Fayulu, Moïse Katumbi, et puis bon, Moïse Katumbi c'était beaucoup plus un groupe, mais j'ai interviewé beaucoup, parmi eux. Souvent, quand on termine l'émission, on leur dit dans 48 heures. Dans 48 heures. Le produit sera. Oui, à l'époque, il n'y avait pas encore comme aujourd'hui. Après, c'était 48 heures, le temps de travailler, de montage. Ouais. Aujourd'hui, comme le faut. Notre équipe technique. Oui, notre équipe technique. Aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, ça peut être direct. Donc, ça peut se faire en direct. Faux direct, maintenant c'est faux direct. On fait aussi des votes directs. On parle, ça passe directement. Et quand c'est direct, c'est à moi de dire à mon invité, vous êtes en direct. Ça passe, on vous suit à la seconde. Et quand c'est montage, c'est beaucoup plus c'est l'invité qui va réaliser. Parce que moi je pense toujours, moi je pense l'interview, c'est un peu, le plateau c'est un peu comme un terrain de boxe. Par exemple, toi avec nous, il n'y a pas de cadeau. Tu ne donnes pas de cadeau. On est là pour débattre. Débattre, et il faut se connaître de temps à autre. Donc, j'essaie comme journaliste d'être à la hauteur par rapport à mes questions, parce que le public va me juger par rapport à mes questions. Ici, on nous juge par rapport à nos réponses, aussi on te juge par rapport à tes questions. Voilà. Mais à la fin, si il y a quelque chose qui n'est pas vraiment bon, j'ai fait une faute grave, par exemple, de français ou de quoi, je peux négocier, Patrick. J'ai fait une faute grave, est-ce qu'on peut enlever ça? Oui, Patrick. Dans le cadre dans le cadre de Fortuna, il est conseiller du président, il peut dire que, d'abord, à son niveau, à l'interview avec Focard, il n'était pas seul. Donc il devrait être accompagné d'un conseiller à communication, d'un professionnel à communication qui est dans la chambre, qui est en face, qui écoute. Donc quand on dit que c'est bon, c'est bon. Donc c'est pas François Focard. Alain Focard. Alain Focard n'est pas son conseiller à communication, c'est pas son ami, c'est pas. Lui, on le paye, il fait son boulot, c'est tout. Merci, Pasteur Robo. Monsieur Land, vous avez quelque chose à dire et puis je passe la parole à Monsieur Amba. Oui, Patrick, c'était juste un petit rappel pour dire que ce ne sont pas les propos de. C'est pas l'interview de Fortuna qui le fait arrêter. Ça, c'est juste un petit rappel. On ne sait pas. Pardon, je voulais terminer. Je voulais terminer. Ce n'est pas l'interview qui le fait arrêter. L'interview est un alibi pour qu'on l'arrête. L'interview est un alibi. C'est pour cela que moi j'ai même posé la question de savoir s'il n'avait pas fait cette interview, est-ce qu'il serait aujourd'hui en prison ou à Makala? Parce que c'est à partir de l'interview qu'il y a perquisition, ainsi de suite. Donc il y a un dossier post-interview. Mais dans les propos après l'interview ou pendant l'interview, moi je crois que Fortuna Bissélé, après son interview, s'est dit que moi, Fortuna, j'ai bien parlé. Moi, je crois qu'il y a une autosatisfaction. Il ne s'est reproché de rien. Et d'ailleurs, il n'y a rien à se reprocher, sauf l'histoire
monsieur a un carnet d'adresse, moi je n'en ai pas, je vais... Peut-être ça, c'est une maladresse. Mais il n'est pas arrêté à cause de l'interview. L'interview a servi d'alibi. On ne peut pas être formel. Oui, c'est ça, effectivement. Mais quand vous voyez le grief d'accusation au tribunal, le tribunal dit nous n'avons pas arrêté Fortuna Bisselele à cause de son interview. Nous l'avons arrêté pour ceci et cela. Voilà. Donc, c'est pas ça. Et est-ce que les termes écrits dans les. On ne sait pas les retrouver dans l'interview? Ça, on ne va pas revenir là-dessus puisqu'on peut le retrouver. Les termes qu'on dit trahison. Non, la trahison, non, je crois dans l'interview, à moins peut-être qu'il ait trahi le fait que Fachi n'a pas de carnet d'adresse. Propagation de fausses informations. On peut se les retrouver dans. Oui, mais d'accord, oui, mais non, dans l'interview, je ne crois pas. C'est-à-dire ce que le pasteur Bobo veut probablement dire, c'est que le contenu de son message peut avoir les caractères des griefs qui lui ont été reprochés. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, personnellement, non. Au niveau des services, ils ont repéré des messages codés. Ça peut être des messages codés. Mais les messages codés n'étaient pas dans l'interview. Par exemple, atteinte à la sûreté de l'État, monsieur Lamou. Par exemple, atteinte à la sûreté de l'État. C'est un des griefs ou pas? Non, c'est un des griefs. Alors, si on dit que, voilà, en disant que le chef de l'État discute avec le président Kagame sur des affaires d'échange, de carnet d'adresse contre matière première et tout ça, est-ce qu'on n'atteint pas à la sûreté de l'État en divulguant ce genre d'informations? Non, attention, Félix Tshisekedi dit publiquement qu'il a négocié avec tous ses voisins, donc Kagame. Il n'a pas dit en quel terme? Carnet d'adresse contre matière première. Je ne dis pas, mais ils ont négocié. C'est ce que Bisselele dit. Bisselele commet l'erreur de dire, ah non, lui, il explique que non, vous avez un carnet d'adresse, moi j'ai des richesses. Donc c'est ce que Félix Tshisekedi dit à Kagame. Et Félix Tshisekedi le dit. J'ai parlé à Kagame, mais je crois à Davos, Félix Tshisekedi a répondu à Fortuna Bisselele indirectement. Possible, oui. En disant lui, il dit, quand j'ai pris le pouvoir, il a répondu à la dame là, qui a posé la question. Il a dit, j'avais négocié avec les 9 pays. Avec les 9 pays, effectivement. J'ai discuté avec les 9 pays. Félix Tshisekedi le dit clairement. Pour la paix, 9 pays. Mais c'est pas comme Fortuna dit qu'il fallait carnet d'adresse. Non, ça c'est... Lui négocier avec les 9 pays. Exact. Comme président pour la paix en Afrique centrale. Mais c'est ça que j'ai dit justement. Dans la région. Lui, c'est différent. Il a commis à ce que mais en fait, vous êtes en train de dire ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire qu'il dit la même... Il dit la même chose que Félix Tshisekedi. Sauf que lui commet la maladresse d'aller jusqu'au carnet d'adresse. Mais si, mais il parle de négociations entre deux présidents. Merci monsieur Landou, merci Pasteur Bobo. Je vais passer la parole à monsieur Amba, mais avant de... Là c'est la même chose, mais c'est vraiment pas la même chose. Monsieur Amba, pour continuer dans... Vous aviez un point à soulever, mais pour continuer dans cette même brèche qui s'est ouverte ici, nous sommes ici en Belgique, il y a ce qu'on appelle le colloque singulier avec le chef de l'État, qui est le roi des Belges. Et normalement, ce qui se dit en colloque singulier n'est pas révélé. Est-ce que vous pensez que le conseiller privé a révélé des éléments d'un colloque singulier qui devraient rester privés ou exclus du public? Nous sommes des journalistes, nous ne pouvons baser que sur des faits. Au moment où nous parlons, on a parlé plus d'espionnage, propagation de fausses informations, ou bruit, atteinte à la sûreté de l'État. Donc on peut parler au-delà. Mais moi je me pose une question. Étant donné que Bisselele était un ami très proche de Félix Tshisekedi, est-ce qu'il n'a pas cru bien faire en disant il faut qu'écoutez, faites le documentaire, je vais surprendre agréablement le président. Parce que c'est vraiment son ami. Hein, je m'excuse de venir là-dessus. Et même au cabinet de Félix... Tshisekedi donc, oui, Félix Tshisekedi. Fortuna Bisselele était très influent. Même le directeur de cabinet avait beaucoup de bien vis-à-vis de lui. En tout cas, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait parler à Félix Lagoré, enfin.
à Félix Tshisekedi à l'oreille comme lui. Donc moi je crois qu'il a abusé de la confiance que le chef de l'État lui a donnée. Parce que quand vous visionnez le documentaire en question, en fait, Foucault a pris plusieurs séquences. Ah oui, notamment de la télévision rwandaise, tout ça et consorts. Mais il faut toute une équipe, il faut les payer. C'est pas Foucault qui a payé. Mais Bisséré a des moyens, compte tenu de sa position. Mais il a payé. Et l'intervention de Bisséré, sauf erreur de ma part, ça dépasse même pas 5 minutes. Non, mais comme vous savez, il suffit d'un mot. Oui, mais on ne peut pas dire qu'on l'a arrêté uniquement pour ça, on est bien sa d'accord. prestation. Ça, on est bien d'accord. C'est sans doute la goutte d'eau qui fit déborder le vase, mais on va voir la suite. On va s'arrêter là sur cette question de l'entourage du président de la République démocratique du Congo et de leur fonctionnement qui laisse à désirer. N'oubliez pas, une fois en prison, il sera malade. Et puis il est lâché. Il ira en Europe se faire soigner. Voilà. On va passer au deuxième sujet de ce jour. On va essayer de prendre moins de temps là-dessus, mais c'est faire l'état des lieux de la crise entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Pour rappel, Bunagana, cette localité en République démocratique du Congo, est toujours administrée par le groupe armé M23. Donc, ça fait même au-delà maintenant. C'est le territoire de Rutshuru. Ça fait 222 jours, pour ne prendre que l'emblème ou l'aspect emblématique de la localité de Bunagana, 222 jours que cette localité est administrée. Lorsqu'on dit administrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a remplacé l'État. On impose, donc on collecte des impôts, des taxes, on redistribue les recettes de l'État par des services de sécurité, d'adduction d'eau. Donc on a remplacé l'État. 222 jours. Dans le même temps, les forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est sont sur le terrain. Le dialogue, les résolutions qui devaient être mises en place sont toujours laissent à désirer. Alors, Pasteur Bobo, puisque vous étiez l'avant-dernier à parler, je vous passe la parole maintenant. La crise entre la RDC et le Rwanda, où en sommes-nous aujourd'hui? En sommes-nous, je crois maintenant, ça commence à devenir de plus en plus clair. Les Congos commencent à comprendre des jeux. Parce qu'avant, c'est les Congos qui ne comprenaient pas les jeux. Je crois que les Congos commencent à comprendre des jeux. Et je crois qu'on finira par gagner cette guerre. Ça, je commence à croire. Vous parlez de la guerre militaire, de la guerre médiatique, de la guerre diplomatique, de quelle guerre? Guerre médiatico-diplomatico, tout. Je crois qu'on pourra gagner cette guerre si les choses évoluent comme ça continue. Je vois les Rwandais qui déclarent affaire des mercenaires blancs, les Rwandais qui veulent déclarer que, d'abord, le Congo a rejeté l'accord de Rwanda et du Kenya. Le Congo, parce que le Congo avait compris, le gouvernement congolais avait compris que ils ont signé des accords. Le M23 devait se retirer des territoires. Mais rien ne bouge. Ils quittent ici, ils sont là-bas, ils se déploient de l'autre côté. Donc on tourne en rond. Mais le Congo dit, bon, maintenant nous, on peut appliquer nos droits constitutionnels. On peut répondre notre pays. C'est un message clair que le Congo peut attaquer militairement et répondre leur pays, notre pays. Le Rwanda a compris, le Rwanda a répliqué. Regardez, le Congo a rejeté des accords parce qu'il veut. C'est les Congos qui veulent la guerre. Or, ce n'est pas les Congos qui veulent la guerre, c'est les Rwandais qui veulent la guerre. Et quand on voit on a vu les militaires blancs, entre guillemets blancs, selon un journal allemand, il y a eu des mercenaires blancs à Goma. Les Congos disent non, on a appelé ces blancs-là, entre guillemets, c'est juste pour nous aider. On a des avions, on a des drones, ils peuvent, techniquement, c'est un appui logistique technique purement. C'est pas des troupes combattantes. Les Rwandais, c'est des gens que le Congo prend pour attaquer les Rwandais. Donc on est dans une situation un peu compliquée, mais c'est quoi les Congo, d'abord
On avait dit ici, c'est moi qui avais déclaré dérwandaliser la RDC, l'affaire Bisseli, ici, je reviens encore, c'est plus ou moins bon, un conseiller pro-Kagame qui est mis de côté. De comment on doit dérwandaliser les services de sécurité et l'armée. Et deux, aller au-delà des déclarations. Il faut vraiment mettre des moyens, acheter des armes, être fort militairement. Les Rwandais ne peuvent pas résister face au Congo. Ils jouent les jeux de l'armée de l'Est, les accords, les négociations. Ils nous dribblent par rapport aux négociations. Et jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, jusqu'à aujourd'hui, Bunangana, retour et entre leurs mains. Malgré les négociations, malgré l'armée ougandaise, l'armée kenyane, l'armée Bunangana est entre leurs mains, retour est entre leurs mains. Si les Congolais ne prennent pas confiance, ça sera grave. Aujourd'hui, heureusement, les Congolais ont compris. On voit que les Congolais ont compris. Voyons voir jusqu'où va aller notre gouvernement. Est-ce qu'ils vont encore reculer? On va les tomber encore. Monsieur Land, on pourra voir. Merci, Pasteur Bobo. Monsieur Land, la situation de cette crise. Voilà que le Pasteur Bobo nous dit on finira par gagner cette guerre. Nous avons, nous achetons des armes, des équipements, mais tout de suite il disait aussi qu'on a trouvé des, entre guillemets, des mercenaires ou des consultants parce qu'on savait pas, on a des avions qu'on ne sait pas utiliser ou des drones, etc. Vous pensez vraiment que la piste militaire ou l'option militaire est la meilleure pour sortir la République démocratique du Congo de cette crise entre la RDC et le Rwanda? Alors, merci beaucoup pour la question, on va y revenir, mais je voudrais souligner un peu un élément que le pasteur Bobo a relevé. Nous avons beaucoup parlé de Fortuna Bisselele, mais je remercie beaucoup pasteur Bobo qui a relevé que rapidement Fortuna Bisselele est en prison et il va être libéré. C'est important de souligner ce point, cet aspect-là parce que aujourd'hui les Congolais soyez bref, parce que vous ramenez dans le premier point. Hein. Exact. Aujourd'hui, non, mais parce que... Non, allez-y, je vous rappelle juste que... Oui, il est important que Pasteur Bobo en parle, parce que aujourd'hui les Congolais voient cette justice-là comme étant une justice de façade. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des antécédents. Les gens ont été arrêtés et puis rapidement ils ont été libérés. Donc personne ne fait encore foi à cette justice. Alors en parlant de l'Est, je crois que nous avons dit ici, et Félix Tshisekedi l'avait dit, qu'il a fait confiance à tous ses voisins, il les a rencontrés, ils ont discuté pour mettre leurs atouts ensemble. Mais la diplomatie a échoué. Moi je crois, quand on a plus de 18 ans, il faut qu'on sache ce qu'on dit. La diplomatie a échoué. Moi j'étais très content quand le président Tshisekedi l'a dit. Ça veut dire quoi? Que la diplomatie a échoué. Nous laissons tomber la diplomatie. Sinon, si vous estimez que votre bic magique n'écrit plus, mais il faut changer de bic. Alors, la diplomatie a échoué et donc il fallait passer à l'autre étape qui est la guerre. Alors, qu'est-ce que Félix fait? La diplomatie, Félix Tshisekedi fait, la diplomatie a échoué. Nous allons continuer à faire de la diplomatie qui a échoué. C'est ce qu'il a fait. Il est parti à Luanda, il est parti à Nairobi, chercher même des militaires qui l'amènent à l'est des forces de East African Community. Oui. Et donc aujourd'hui sur le terrain, contrairement à ce que Pasteur Bobo a dit, que nous allons gagner la guerre. Moi j'ai dit ici dans cette émission, que on ne peut pas tirer, puisqu'on risque de blesser le Kenyan. Donc, en fait, la diplomatie a échoué, mais nous sommes allés à Luanda, où on nous a menti encore, on nous a trompés. Parce que quand vous lisez le texte de l'accord de Luanda, vous vous dites, un grand garçon ne peut pas signer ce texte-là, parce que nous sommes en train de combattre le M23. Et dans l'accord, il est dit que le M23 reste sur le sol congolais,
il regagne ses positions. Il laisse le territoire occupé pour aller de ce... Et le M23 dit, nous allons laisser les territoires que nous avons occupés, nous allons nous replier. Mais si on voit un seul militaire de FARDC ici, nous revenons. Donc en fait, le président Félix Tshisekedi devait laisser tomber la diplomatie qui n'avait pas marché et, disons, agir selon sa logique. Aujourd'hui, le East African Community Forces, les forces, sont dans l'Est comme étant la MONUC 2. Déjà, la population a beaucoup marché contre la MONUSCO, pardon, pas MONUC, mais MONUSCO. Aujourd'hui, on amène les forces de l'East African Community qui sont venus en tant que scouts. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais combattre. C'est ça le deal, ils ne vont jamais combattre. Contrairement à ce que le président de la République croyait. Il a dit d'ailleurs, ils vont entrer par Bunagana, ils vont commencer à tirer sur les M23. Les M23, ils vont sortir. Donc, en fait, on ne signale pas par où on va arriver. Ah oui, donc en fait, on devait être logique dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. La diplomatie a échoué, on laisse tomber la diplomatie, on va essayer d'acheter des armes, organiser l'armée, comme disait Pasteur Bobo, et attaquer. C'est tout ce qui nous restait. Aujourd'hui, où nous parlons, il est interdit d'attaquer, parce que si vous attaquez, vous allez blesser les Kenyans qui sont là. Merci, monsieur Lasso. Monsieur Amba, avons-nous les moyens de combattre, de passer de... Puisqu'en négociation, la diplomatie n'a pas fonctionné, d'après ce que dit M. Nadou, avons-nous les moyens de... D'après ce qu'a dit le président. De continuer cette relation d'une autre manière, à savoir par une victoire militaire. Je vous offre cette question-là et je vous laisse commenter pour les autres points qui ont été soulevés ici. Je voudrais d'abord donner une information pour rester dans l'actualité. Le Qatar voudrait jouer les bons offices entre Kagame et Félix Tshisekedi. Toujours dans la diplomatie. Il semblerait qu'un rendez-vous est pris pour le 21 janvier prochain. Le 21 janvier, c'est aujourd'hui samedi, 21 janvier 2023. Qu'est-ce que je raconte prochain? Le 21 janvier. Donc, c'est janvier, le 21. De toute façon, l'information est là. Il y a eu des négociations pour qu'ils se rencontrent. Aujourd'hui, je ne sais pas. Comme il est à Bruxelles. Le 23 pour... C'est le 23. Oui, janvier. Le 23. Le Qatar, donc. Oui, le Qatar. Pour qui se parle? Alors, il y a un autre élément d'actualité. Félix Tshisekedi a reçu hier à l'ambassade à Bruxelles, l'ambassade congolaise à Bruxelles, l'ancien commandant interarmes des États-Unis, Wesley Clark. C'est un général, je dirais, 5 étoiles. Oui. Mais à la retraite. Il était même candidat à l'élection présidentielle, un candidat malheureux, mais un homme qui est resté influent. En voyant ça, on se pose la question si Félix Tshisekedi ne cherche pas à faire appel à des vétérans de l'armée américaine. C'est-à-dire à des mercenaires. Non, mercenaires, peut-être pas. Mercenaires, ceux qui sont payés pour combattre. Ah, plus pas des troupes combattantes. Former nos troupes. Parce qu'il a reçu, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et pour le moment où nous parlons, parce que justement, Kagame a déclaré que le Congo se prépare à la guerre, il a embauché des mercenaires. En fait, les mercenaires, des groupes Wagner. En fait, les mercenaires, ce sont des Turcs. Parce que dernièrement, un avion turc est venu nous livrer un lot de matériel militaire et des Turcs se trouvent actuellement à Goma pour initier le Congolais au maniement notamment des drones, etc. Et Kagame parle de mercenaires. Or, le M23, comme Cornelis l'a dit aussi, dit qu'il ne quittera les territoires qu'il occupe que de manière ordonnée et séquencée. Donc, c'est eux qui vont décider de la cadence, du rythme. Donc, il y a le ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundu, qui a dit que on a pris acte que le M23 ne bouge pas. Eh bien, nous allons tout faire pour défendre l'intégrité du territoire national. Et il en prêtait
un terme que Félix avait dit, utilisé aux Nations Unies, quoi qu'il en coûte. Donc nous allons voir... Terme rendu célèbre par le président français Emmanuel Macron pour d'autres raisons. Alors, qu'est-ce que je dirais? Pensez-vous, alors je reviens à ma question, est-ce que militairement, vous pensez qu'on peut, puisque le pasteur Bobo l'a dit, M. Dan nous l'a dit aussi, avons-nous une armée? Avec les éléments que vous venez de nous donner, apparemment, on cherche à former, pas l'armée tout entière, on cherche juste à bouter dehors des rebelles, et pas tous les rebelles, puisqu'il y a quand même, faut-il le rappeler, plus d'une centaine de groupes armés, nationaux comme étrangers, qui pullulent sur notre territoire, particulièrement dans la frange orientale. Mais où est l'armée? On va faire quoi? Former des troupes spéciales, donc, ça me rappelle une interview que j'avais eue avec vous, pour régler ce problème spécifique, où on va former les forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'elles soient une armée digne de ce nom, et qu'on n'entend plus le président du Burundi, par exemple, dire qu'on va aider la République démocratique du Congo jusqu'à ce qu'elles aient des forces pour se défendre. Vous savez, moi je ne suis pas militaire, mais je ne connais pas les seuls pays où on a formé l'armée nationale par génération spontanée. Subitement, comme ça, vous montez tout. Nous sommes quand même en 2023, l'année électorale, 4 ans de mandat. Vous savez, comme le disait M. Landou, pourquoi est-ce qu'on n'a pas formé l'armée au moment où on pouvait le faire? En 2 ans, ce n'est pas possible. En 4 ans? Pas possible. Je n'en sais rien, mais en 2 ans, ce n'est pas possible. Notre armée, l'ancienne phase, mais c'est l'héritier de 1885, force publique, ANC, tout ça. Alors je recadre alors, je repose la question. Nous n'avons donc pas les moyens pour reprendre le ministre des Affaires étrangères, de protéger notre intégrité territoriale. Non, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne veux pas me livrer dans des considérations tout à fait hasardeuses, mais ce qu'on peut dire, c'est que on fait tout pour se doter le pays de moyens de se défendre. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Qu'on n'ait plus d'eau, qu'on n'ait plus d'électricité, qu'on n'ait plus à manger, tant qu'on a une armée qui peut lutter contre le M23, c'est bon. Non, ça devient maintenant une affaire de fierté nationale. Et de fierté. Pasteur Bobo a utilisé un terme que je vais emprunter, dérwandaliser. Ne perdons pas de vue que Laurent Désiré Kabila a dirigé le pays pendant 30 mois. Il a fait partie des Rwandais. Dès qu'il est décédé en 2001, ils sont revenus en force. Le pays a été rwandalisé. Toutes les institutions. Je vous donne un exemple. Quand on a formé le gouvernement provincial du Sud Kivu, le gouverneur du Sud Kivu, Mwabiche, je crois, a écrit à Azarias Roubero. Il dit, écoutez, nous avons 2 portefeuilles qui restent encore vacants, c'est destiné non pas à un parti politique, mais à la communauté Banyamulenge. Le gouvernement provincial. Du Sud Kivu. Donc, au moment où nous parlons, il y a des soi-disant Banyamulenge qui sont dans le gouvernement du Sud Kivu. Alors qu'ailleurs, les coalitions se forment au niveau des partis. Là, on a accepté qu'une soi-disant communauté tribale envoie ses délégués. Je vais faire l'avocat du diable, oui, mais ça peut m'apporter du piment à la discussion. Oui. N'est-ce pas la recherche de la représentativité provinciale? Non. Qu'il y aurait des Banyamulenge qui sont là, bon, on va essayer de partager l'administration de la province. Non. Je me fais l'avocat du diable, juste pour mettre un peu du piment. Nous sommes dans un système démocratique. Ce sont les suffrages exprimés par la population qui déterminent... Le gouvernement provincial, non, c'est le gouverneur qui... Il n'y a pas d'élection là, c'est nous. Ah si. Les députés provinciaux sont élus. Non, non, la province. Soyons calmes. Oui. Le gouvernement provincial, c'est des dénominations. L'exécutif est nommé par le chef du toujours en gouvernement. rapport avec le dosage, comment dire, la représentativité provinciale. Et donc, je vous dis, gouvernement. si il y a une communauté Banyamulenge dans cette province-là, est-ce que ce n'est pas dans ce sens-là que parlait le gouverneur? Il y a la communauté BMB et les autres. Oui. Ah, exactement ça. Bafouiro. Oui, justement, c'est pour ça que je vache. Alors pourquoi on ne les met pas? Ils ne sont pas dedans? Ah non. Non, mais le problème qui est là... Ce sont des partis. UNC de Vital Kamerhe, AFDC de Bahati Lukwemo.
Voilà. Il n'y a que les Banyamulenge qui sont représentés en tant que communauté. Et ils sont aussi dans les partis politiques. Donc, Oui. en même temps, ils ont infiltré les partis politiques. En même temps, ils ont aussi leur quota à eux seuls comme communauté. Donc la rwandalisation, comme Oui, vous tout à fait. puisqu'on est tous d'accord ici que la communauté ou l'ethnie, la tribu Banyamulenge n'existe pas en République démocratique. Non, la tribu n'existe pas. C'est une... Tous les documents le prouvent. D'ailleurs, vous avez suivi que Roubero a eu quelques ennuis Pépin. au niveau du service d'immigration. Parce qu'il semblerait, et je ne prends jamais ce métier. Azaras Roubero, donc ancien ministre de la l'intégration, de décentralisation et intégration régionale, quelque chose comme ça. Il semblerait. Ce qui était déjà anecdotique. Oui, il semblerait que c'est un média, la Africa Intelligence, qui a publié que le FBI aurait découvert un financement destiné aux groupes armés chez nous en provenance de Tutsis qui sont aux États-Unis. Et la nègre, en collaboration de deux. Oui, mais d'accord, comme me dit Amba, c'est un journal qui le révèle. Oui. On n'est pas sûr que c'est... Oui. Ouais, voilà. Et Pour conclure, ce que je trouve anormal, Azarias Roubero, membre du gouvernement, il lui arrivait de prendre position pour défendre une communauté. Ouais. très Il a grave. été d'ailleurs interpellé avec l'affaire Minembwe. Oui. Donc voilà un peu. Voilà. Et puis à partir de l'affaire Minembo, il a disparu. Ouais. Et puis commence à réapparaître avec le conflit RDC-Rwanda. Il faut qu'on crève l'abcès. On leur a posé la question avec au Rwanda, Comment ça parle quelque chose de pareil. C'est Nyarugabo. selon les reportages, ils ont répondu que non, ils n'ont rien à voir, mais ils ont comme des affinités avec les... Ce ne sont pas cette même communauté qui avait été reçue par le chef de l'État. Oui, Mais c'est ça là, justement, moi je crois. Ils avaient beaucoup d'argent à Minembwe et ailleurs. Oui, toujours au sujet de la crise entre le RDC et le Rwanda, il faut dire qu'aujourd'hui, le conflit est plus médiatique, comme nous avons dit ici. Plus médiatique depuis que le président Fachi avait dénoncé le Rwanda le 3 décembre devant la jeunesse en disant que c'est le Rwanda qui est derrière le M23 et notre sécurité. Il vient encore de le rappeler à Davos que l'insécurité s'appelle le Rwanda. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a d'autres groupes armés qui sont nationaux, Codeco, Zaïre, etc. D'accord. Je voulais pas trop généraliser, même si c'est le chef d'État qui le dit. Je voulais terminer par là. Non, le chef de l'État, Ouais. le chef de l'État, lui, aujourd'hui... Il garde la paternité de ses propos. Oui, et puis, en plus, il a un problème qu'il est en train de régler avec Kagame. Donc, il parle du Rwanda et il martèle. Mais, de l'autre côté, Kagame... Et aussi, c'est un Tutsi, il ne faut pas l'ignorer. Et donc, les Tutsis ont leur culture de la dissimulation et du mensonge. Lui aussi répond. Et d'ailleurs, c'est même lui qui avait commencé en disant que Félix Tshisekedi est en train de tout faire pour retarder les élections, comme si... Mais ça sera le dernier mot, puisque vous nous aidez justement à entrer dans... mais j'avais terminé en disant... Non, je vous laisse finir. Comme si le problème du Congo était son problème. Non, nos élections, c'est à nous. Ça ne le regarde pas. Et même quand il parle de Félix Tshisekedi qui utilise de mercenaires au Kivu, mais c'est pas son problème, mais c'est Kagame. Occupe-toi de Kigali, de Kiseni, et ainsi de suite. Félix est en train de s'occuper de son armée. Il peut utiliser des Cubains. Où est le problème de Kagame? Moi, je ne comprends pas ce gars-là. Et donc, le problème qui est là, comme avait dit Baudouin, par tous les moyens, il faut qu'on mette de l'ordre dans l'Est, même si on utilise des mercenaires. Mais entre-temps, là, nous avons des instructeurs et pas des mercenaires, mais voilà. Pasteur, vous aviez quelque chose à dire, mais Je voulais ajouter, quand on a dit que la guerre médiatique, j'ai commencé mon exposé aujourd'hui par rapport à l'affaire Yves Castaldo, le pasteur là. Quand on voit ça, on va croire que c'est une histoire d'église. Non, ça n'a rien à voir. C'est un pasteur qui dirige la plus grande église francophone ici en Europe. Et nous, c'est le pays qui a plus de 100 millions d'habitants.
Et nous sommes un pays chrétien par rapport au pays africain. Donc dans son église, plus de la moitié, c'est des Congolais. Et quand il fait une communication, moi je pourrais dire c'est une communication de guerre. C'est ciblé. Ciblé, calculé, communication de guerre. Et au pays, au Congo, dans mon pays, le Congo, ces prédications passent à la RTC. Il a des églises là-bas. Et ici en Europe, c'est lui qui dirige l'église où beaucoup de nos jeunes, des jeunes Congo, Kinshasa, vont dans son église. Je crois qu'il y a même une église ici en Belgique aussi. En Belgique, les grandes églises de Belgique sont tombées. Si je peux les citer, les Nouvelles-Jérusalem, les Kibotu sont tombés, oui. Sont tombés, mais c'est lui qui est au top, ouais. Donc c'est une communication de guerre que le pays pourra tenir compte. C'est le seul pays au monde où les autres nous vendent à manger, pour nous les autres, on l'achète. D'autres pasteurs qui pourront arriver, c'est toujours nous les Congolais, on suit bêtement, mais tu verras jamais des autres communautés nous suivent en masse. Les Camerounais, les Rwandais, les Burundais. Sauf pour la danse quand même. Oui, la danse. Oui, mais pour la danse. Voilà, je vous laisse finir et on va passer au dernier point. Sinon, on risque de passer la crise. Voilà, on va passer donc au dernier point de ce jour, ou de cette soirée, puisqu'effectivement l'heure tourne. Nous sommes en 2023, c'est l'année électorale. Monsieur Lande le disait justement ici en parlant du président rwandais qui ne devait pas s'occuper de nos affaires électorales. Alors on va s'en occuper de nous-mêmes. L'ère opérationnelle numéro 1, c'est-à-dire la première phase d'enrôlement des électeurs pour le cycle électoral prévu pour fin décembre, précisément le 20 décembre. Nous sommes à 333 jours des échéances des élections présidentielles. Du 24 décembre au 24 janvier, 10 provinces devaient être passées dans la phase d'enrôlement et il semblerait qu'il y ait du retard sur le planning. Monsieur Ama, je commencerai par vous, puisque vous n'avez pas eu beaucoup de temps de parole. Quelles sont les causes prévisibles, hein, puisque dans la dernière émission, je disais que 30 jours, 10 provinces, on calcule comme à l'école arithmétique, c'est compliqué, en 30 jours d'enrôler autant de monde, connaissant nos infrastructures, etc., pour ne citer que ça. Quelles sont selon vous les causes de ce retard, si la CENI a communiqué? Et je rappelle que nous attendons toujours une réponse au mail que nous avons envoyé à la CENI pour avoir des éléments factuels, chiffrés, de l'état d'avancement des enrôlements. Bon, de manière générique, on parle de lenteur au niveau de l'enrôlement. Il y a des bureaux, soit ils sont ouverts, la machine ne fonctionne pas, soit c'est ouvert, il y a des machines, mais il n'y a pas de cadre compétent pour faire l'enrôlement, l'identification, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a ce retard. Et il y a même, moi je n'arrive pas à comprendre, il y a des gens qui se plaignent qu'ils ont reçu une carte avec une sorte de photo robot. Donc tout noir. Et il y a même au niveau de réseaux sociaux, j'espère que ce n'est pas du fake news. C'est du fake news, on a vérifié. Aux banques afin de communiquer qu'ils ne vont pas accepter les cartes sans photo. Aujourd'hui, moi j'ai écrit à Léonie Kandolo. Qui est C'est une militante de la société civile que je connais personnellement. Une ancienne du CLC. Du CLC, les catholiques. Voilà. Elle a été se faire enrôler. Elle a fait un tweet en disant « J'ai été me faire enrôler ». Elle montre sa photo. Je lui ai écrit et je vois qu'elle vient de me répondre. Je vais vous lire ça. Ah, nous sommes très curieux. Oui. Et comme vous pouvez voir, sa carte est là. Avec sa photo. Sa carte est là, Léonie Kandolo. C'est juste une photo en noir et blanc, c'est peut-être ça qui pose problème. Oui, je peux peut-être voir. Et par rapport à la lenteur alors? Oui, la lenteur, c'est... Il paraît qu'il y a eu cette même impression qu'il y avait de la lenteur. Préposés qui ne sont pas au fait au maniement de la machine. Malgré les formations qui ont été tambour battant, annoncées. Je vous dis. Et puis il y a des appareils qui ne fonctionnent pas. On prétend même, parce que je n'ai pas de preuves, les adresses indiquées pour les bureaux d'enrôlement. On arrive. Et la cartographie n'est pas. Oui. Donc
le démarrage paraît un peu compliqué pour la CENI. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, il reste 3 Normalement, c'est le jours. 24. Il reste 3 Je jours. vais faire le bilan. Mais notre compatriote Denis Kadima a été plutôt confiant dernièrement. Ah oui, je me souviens, vous étiez tous d'accord pour dire que c'est un expert, rodé, etc. Plusieurs millions de compatriotes ont reçu leur carte d'électeur, tout ça. Bon, on va voir sa parole contre celle de la population. Monsieur Landou, votre réaction par rapport à cela? Nous, on était là, on attendait, on a envoyé 1 ou 2 mails, je ne sais plus quand. Pas de réponse, on essaie de trouver des contacts pour savoir. C'est tout simple. Pour rappeler ce qu'on disait, c'est juste avoir l'état d'avancement par rapport à la cartographie. Pas le nom des personnes, au mieux le sexe, masculin, féminin, mais surtout le nombre, juste pour qu'on voit la progression. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nos équipes techniques pourraient le mettre en place, mais bon, la CENI est composée d'experts. Monsieur Landou, ce retard, oui. Vous pensez vraiment qu'on va finir, si avec les 10 provinces, on est encore là? Mais en fait, on doit commencer l'ère opérationnelle 2, c'est-à-dire qui comprend la Belgique aussi. oui, voilà. Je vous laisse la parole. Oui, Patrick, la fois passée, nous avons avancé un chiffre qui était d'1 million d'enrôlés. Un chiffre qui était avancé par le premier vice-président de la CENI, je crois, Robota, qui s'appelle quelque chose de pareil. Mais l'objectif étant d'atteindre une quarantaine de millions d'électeurs normalement à la fin de cette phase d'enrôlement. Exact. Ça, c'était un premier chiffre, mais qui était déjà en deçà des expériences, des espérances. Oui. Au début, quand nous avons parlé de la CENI, nous avons dit que M. Kadima est un expert reconnu et que le délai record que la CENI s'était donné, je crois Pasteur Bobo qui a dit sûrement que le matériel est sophistiqué, ils peuvent aller vite. Moi je me suis dit que ce n'était pas sûr et certain. Aujourd'hui, tout le monde est unanime pour reconnaître qu'il y a un problème. Tout le monde Nous l'étions avant l'heure alors. Oui. Vous l'étiez plus particulièrement, parce que vous l'aviez exprimé de manière... radicale quand même. Oui. Aujourd'hui, tout le monde est unanime qu'il y a un problème. Et je vois... Lui dit quoi? Lui-même, il dit quoi? Lui-même est optimiste, il dit que non, mais au début, quand on avait commencé à relever les problèmes des photos sur les cartes d'identité, j'ouvre une parenthèse, je la referme rapidement. Quand Léonie Kandolo montre sa carte avec une photo qui est Noir et blanc. En noir et blanc, mais légèrement visible quand même. Hein. Oui, tout à fait. Il faut dire que les premières photos qui avaient posé problème n'étaient pas comme celle-là. Parce que même la CENI va... C'était donc un problème de matériel ou c'était un problème de maniement du matériel qui faisait que le zoom n'était pas bon? Oui, ça c'est pas le problème de Congolais ni de personnes qui se font enrôler, mais c'est le problème de la CENI. On ne sait pas si c'était la formation qui était incomplète des agents ou c'est le matériel qui n'était pas à jour. Il y a même des gens qui ont dit que le matériel que la CENI a amené, que c'était du matériel de seconde main. Bon, ils sont méchants. Mais bon, tout le monde est unanime qu'il y a des problèmes. Et la CENI a reconnu qu'il y avait des problèmes techniques. Et Kadima a dit que c'est des problèmes que nous allons résoudre. Sûrement qu'ils ont commencé à résoudre le problème de netteté des photos. Parce que quand je vois la photo de Léonie Kandolo assez claire, je crois qu'on a résolu. Mais en tout cas, les premières photos sont invisibles. Merci, monsieur Landou. Mais il faut... Pasteur Bobo? Ils vont faire quoi par rapport aux gens qui étaient là le premier? Non, ils ne font pas... Ah oui, excusez-moi. Non, j'ai oublié. La CENI rappelle les premiers enrôlés à les faire échanger leur carte s'ils estiment que la photo n'est pas bonne. Et aussi, un élément que Baudou avait relevé ici, l'histoire de Western Union et consorts. Soyez rassurés que c'est un fake news. Hein. C'est-à-dire que la carte d'électeur ne peut pas servir de pièce d'identification pour ces différents services, sans photo. Exact. Donc en fait, l'agence congolaise de presse a mené son enquête avec Il n'y a pas de carte d'électeur sans photo quand même. Oui, avec des...
Oui, il n'y a pas de carte d'électeur sans photo, mais de toute façon, ça, c'est des cartes d'électeur hein, qui vont être utilisées un peu comme des produits chinois, c'est-à-dire usage unique. Donc la carte d'électeur va être utilisée pour les élections, mais ça ne va pas servir de carte d'identité. Normalement, ça sert de carte d'électeur pour les élections. Parce que l'ONIP, c'est l'ONIP qui va délivrer les cartes d'identité après les élections. L'ONIP, hein, pas la CENI. Mais dans l'entretemps, on peut aller chez Western Union et retirer son argent avec la carte d'électeur qui est en train d'être délivrée ou la carte d'électeur antérieure. Et ceux dont la photo est vraiment floue, la CENI demande à ceux qui le rentrent qu'on leur refasse la carte. Ça, c'est prévu. Merci, M. Landou. Pasteur Bobo, ce retard, d'abord, pour vous, quelles sont les causes, à votre avis, et comment est-ce que la CENI, puisque vous avez toute confiance en l'équipe de la CENI, on va faire pour résorber ce retard? On nous a présenté Kadima comme un expert. Moi, je suis quand même content qu'on dit qu'on peut faire échanger. On nous a présenté Kadima comme étant un grand expert. Vous l'avez relayé très souvent d'ailleurs. Non, on nous a présenté, j'ai dit on nous a présenté. C'est pourquoi j'étais très en colère quand j'ai vu des ratés. Mais quand j'écoute Cornelis, c'est beaucoup plus des attaques des partis politiques. C'est pourquoi je pose la question. Lui-même, il dit quoi? Si vous écoutez Denis Kadima aujourd'hui avec son groupe, ils sont optimistes. Mais est-ce qu'il y a des chiffres? Parce que quand on ne peut pas si vous l'écoutez, l'opposition dénonce. Pas l'opposition, la population. Oui, la population dénonce, mais lui-même, jusqu'à aujourd'hui, tout va bien, madame la marquise. Ça va aller comme prévu, il y aura élection, même il refuse même de prolonger parce que l'Église catholique et l'Église protestante lui ont demandé de prolonger. De prolonger l'enrôlement de cette première. Mais il refuse. Donc il est sûr. Donc moi je prends Kadima. Lui il est sûr. C'est lui qui organise. Lui qui tout va bien. C'est lui le responsable. Donc si ça va mal, pour lui, si quelqu'un doit être blâmé ou sanctionné, ça sera lui. Bien. Il a eu des ratés au début, mais ça va. C'est comme je ne sais pas quoi faire. Il faut qu'on puisse. Que va-t-il se passer? Ça je ne sais pas. Mais quand lui il dit que tout va bien. Ça progresse bien. Mais je voulais il reste 3 jours avant la fin, nous allons voir. Il dit que ça va. Avant de passer la parole à M. Landou, juste rappeler au bureau de la CENI, leurs responsables de communication et tout ça, l'affaire du processus électoral nous concerne tous. Donc il serait important de rendre public l'état d'avancement, que ce soit écrit ou non dans vos statuts, dans vos règlements ou dans la loi électorale. Donnez-nous l'état d'avancement, quantifiable. Ça ne vous coûte rien, ça nous rassure si on est dans la bonne voie. Et si ça traîne, comme ça, vous pouvez corriger et on avance. Mais c'est aussi par rapport à quoi que l'opposition qui est au lot. C'est pas par rapport à l'opposition qui est au lot. Parce que l'opposition n'a pas les éléments. N'a pas des éléments. Exact. Vous avez la parole. Il faut bouder pour bouder. Alors je répète. J'ai vu l'ensemble des mots qui a tombé dossier à dénoncer. Ils ont critiqué. Je ne sais pas par rapport à quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on tranche avec des chiffres. Alors, ensemble, je voudrais compléter parce que et je vous passe à parole, monsieur Landou. Soupçonne Félix Tshisekedi et Denis Kadima de chercher à glisser. Ah oui. Voilà. Oui. Monsieur Landou, par rapport à la CENI, et puis on va clôturer, je vois qu'on a dépassé l'heure, évidemment. Oui, je voulais dire que l'histoire de la CENI, il faut... 30 secondes. Oui. Monsieur Landou, oui. Je vous rappelle que la CENI n'est pas une histoire du pouvoir ou de l'opposition. Non, la CENI est une commission électorale nationale indépendante. Et un institut d'appui à la démocratie. Voilà, donc ce n'est pas une institution du pouvoir contre l'opposition, non. Elle est au milieu du village. Et quand on relève de ratés dans l'enrôlement, ce n'est pas l'opposition qui le relève. C'est la population qui va se faire enrôler et qui regarde sa carte. Donc le gars qui va se faire enrôler, il ne parle pas au nom ni du pouvoir ni de l'opposition. C'est par rapport à la carte qu'il a. Le produit final qu'il reçoit. Oui, le problème qu'il a, Denis Kadima peut dire aujourd'hui que le processus va bon train. Mais il est en train de tromper et de se tromper lui-même. Parce que tout le monde, ce n'est pas simplement l'église catholique, l'église protestante, c'est ceux qui vont se faire enrôler, ils savent
et d'ailleurs, il faut être, même à l'école maternelle, je crois qu'ils savent, qu'on est en retard, puisqu'il ne reste plus que quelques minutes. 3 jours avant la fin de pour enrôler tous ces terres-là. Alors qu'on a remarqué qu'il y a des bureaux de vote où la machine a été déposée et est tombée en panne le même jour et n'a pas été remplacée. Et donc il y a ce sont des aléas prévisibles qu'on peut corriger. Et donc il faut prolonger. Et il faut dire que non, le processus a des ratés. Il ne faut pas dire, ah non, mon processus est très bien, il n'y a pas de ratés, c'est tout. Mais non, mais puisqu'il a reconnu lui-même qu'il y a des problèmes. Les chiffres, ça met tout le monde d'accord lorsque les chiffres sont corrects, vrais et vérifiables. Monsieur Amba, vous aviez quelque chose à relever? C'est par solidarité à un journaliste rwandais, John William Twagi. Ah oui, il était très critique vis-à-vis du régime de Kagame et il avait disparu depuis quelques jours et on apprend qu'il est mort suite à un accident de circulation. Et évidemment, les Rwandais de l'opposition accusent le pouvoir du président Paul Kagame parce que c'était le dernier journaliste qui est resté critique. Il diffusait sur YouTube. Voilà. D'habitude. Oui, c'est pas le premier journaliste qui disparaît. Hein. Voilà, je tenais à remercier donc. Qu'est-ce qui se passe? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va en parler en off alors. Je tenais à remercier M. Amba de congoindépendant.com, M. Cornelis Landou de l'agence congolaise de presse, mais surtout rédacteur en chef de Onesha Africa. Pasteur Bobo Koyamba de MPB TV et l'équipe technique qui nous soutient dans l'ombre avec expertise et régularité. Matata Mamandeko, paix chez vous et à nous revoir très bientôt pour l'ère opérationnelle des élections. Merci.